Petite lecture. On attaque dans le vif. OVNI et conscience 2. Moi c'est flou sur mon écran, je sais pas ce que ça donnera. Guide pratique de rencontre rapprochée du 5e type. Et si c'est le 5e, c'est qu'il y a d'autres types avant. Alors je commence par 2 citations de gens. C'est dans le bouquin, j'y suis pour rien. Si d'autres formes de vie évoluées se présentaient à nous, notre espèce serait-elle pour autant moins unique? Ou est-ce que la présence de ses frères et de ses sœurs des étoiles serait une invitation à faire un bout de chemin ensemble? N'est-il pas merveilleux d'imaginer que dans l'immensité de l'univers, nous faisons tous partie d'un vaste voisinage cosmique? Peut-être qu'à cette occasion, nous deviendrons encore plus humains. Peut-être que nous apprendrons à être davantage que des êtres humains. Si notre espèce se montre capable d'apprendre d'autres intelligences, notre définition et notre conception de l'humain auront l'opportunité d'être élargies et enrichies. Luis Elizondo, ex-directeur du programme secret du Pentagone. Rien que ça. Deuxième citation. De nouveaux modèles scientifiques émergent pour rendre compte de l'évolution de la conscience et de la matière. Ils ouvrent l'horizon sur des interprétations inédites de la nature de notre réalité. Non seulement ces modèles remettent en question le paradigme matérialiste dominant, mais ils envisagent sérieusement des formes de communication ou de contact avec des intelligences exogènes que la science orthodoxe relèguerait dans le registre de la science-fiction. Pourtant, force est de constater l'abondance d'épreuves empiriques témoignant de ces formes de communication. Nous faisons ici allusion à la télépathie, à la vision à distance, ou encore aux sorties hors du corps. Toutes ces expériences désignent des manières de communiquer qui vont au-delà de ce que les ondes électromagnétiques peuvent révéler. Jacques Vallée, Federico Fagin et Gary Nolan. Ils se sont mis à 3 pour faire une citation. Le sommaire, je vais peut-être pas vous le lire. Préface par Daniel Robin. ESAS est l'acronyme pour Expérience de conscience augmentée pour le contact exogène. ECACE. C'est amusant de constater que c'est un palindrome, c'est-à-dire une sorte de mot magique, entre guillemets, qui peut se lire dans les deux sens, entre parenthèses de gauche à droite et de droite à gauche, avec comme lettre pivot le A. Si nous lisons ESAS de droite à gauche, nous avons exogène contact augmenté, conscience, expérience, ou le contact exogène augmente l'expérience de la conscience. Ou le contact... Ah non, je l'ai déjà lu. ESAS forme donc une sorte de boucle rétroactive où la conscience de l'expérienceur est augmentée par le contact exogène. Mais ESAS, c'est surtout une formulation plus précise créée par Fabrice Bonvin
pour désigner la 5e catégorie des rencontres rapprochées avec des PAN ou OVNI. PAN, c'est expliqué après. Ou encore RR5. C'est expliqué après aussi. PANS, PAN, avec un S pour le pluriel, est un acronyme utilisé par le GEPAN à la place d'OVNI pour désigner tous les phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'ESAS, ou RR5, est un prolongement de la classification bien connue qui a été établie par J. Allen Hynek, 1910-1986, le célèbre astronome et ufologue américain. Mais ESAS, expérience de conscience augmentée pour le contact exogène, je le répète un petit peu parce que je crois qu'ils ne le redisent pas en fait après, n'est pas seulement un protocole, c'est aussi un groupe, et demain peut-être une véritable société, entre guillemets, constituée de femmes et d'hommes qui partagent les mêmes valeurs parmi lesquelles figure un respect inconditionnel vis-à-vis de toutes les formes de vie et de conscience qui peuplent l'univers. La pratique d'une ESAS, expérience de contact augmentée pour la conscience exogène, un truc comme ça, suppose une attitude positive, empreinte de bienveillance, un sens du partage et de l'unité accompagné d'un état de calme et de stabilité émotionnelle et une mise en sommeil de l'ego. Il est très réconfortant de penser que pour pouvoir établir un contact avec les PAN, nous devons préalablement suivre une préparation visant à nous pacifier intérieurement et à nous défaire de toutes nos pensées négatives. L'ESAS implique que nous poursuivions des buts nobles et élevés, car comme le souligne Fabrice Bonvin, ouvrez les guillemets, on peut affirmer qu'une ESAS peut être considérée comme une forme de démarche spirituelle et d'extension de l'idéal de fraternité au cosmos. Autrement dit, l'ESAS vise à promouvoir une relation spécifique, empreinte de coopération et mutuellement bénéfique avec l'ensemble des formes de vie présentes dans l'univers. C'est un des points les plus fascinants de l'ESAS. C'est un véritable programme de transformation de l'individu et de la société pour nous hausser au même niveau que nos interlocuteurs célestes. Autant dire d'emblée, avec ce nouveau type de rencontres rapprochées, nous entrons dans un domaine totalement nouveau et absolument passionnant qui est très éloigné des préoccupations de l'ufologie dite classique, entre guillemets, telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent dans notre pays par les ufologues. Qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai rien contre l'ufologie classique, entre guillemets, dont je suis l'un des représentants, et qui a été celle des courageux pionniers. Mais elle reste cantonnée à un type d'activité, entre parenthèses, enquête, collecte de témoignages, constitution de bases de données, etc. Fermez la parenthèse. Qui commence à montrer ses limites, selon moi. Comme le dit fort bien Fabrice Bonvin, ouvrez les guillemets, la recherche sur les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce que j'appelle l'ufologie classique, se caractérise par une approche rétrospective et passive, alors que les SAS se distinguent par une approche prospective et active. Pour moi, avec les ESAS, c'est une nouvelle ère, entre guillemets, de la recherche ufologique qui commence.
C'est une percée majeure pour cette recherche. Vis-à-vis de l'ufologie, tout est dit et rien n'est à retrancher dans cette phrase que je cite in extenso. Tant. Elle me paraît essentielle. Ouvrez les guillemets. Tout d'abord, les représentants du Nessas adoptent une approche en temps réel centrée sur la pratique, à 1000 lieues de considération centrée sur les croyances, les connaissances ou les théories. Seul compte la pratique en groupe sur le terrain. Ensuite, l'ESAS prend le contre-pied de l'ufologie actuelle, qui se vit trop souvent en solitaire, face à un écran et les yeux rivés sur des forums de discussion ou des réseaux sociaux. Finalement, une autre particularité de l'ESAS est qu'elle se focalise sur l'instant présent. Seul compte l'expérience ici et maintenant. L'ESAS adopte une posture prospective en opposition à l'ufologie traditionnelle qui réagit de manière rétrospective et, a posteriori, en enquêtant ou en analysant les cas du passé, comme le fait un historien. J'estime en effet que cette catégorie de rencontres rapprochées représente un autre stade et un autre niveau de la recherche ufologique par rapport auquel tous les stades précédents étaient comme des classes préparatoires. Il me paraît évident aujourd'hui que nous devions nécessairement passer par ces classes préparatoires pour pouvoir aborder une nouvelle classe de notre cursus scolaire, si je puis dire, qui n'est pas sans rappeler le concept de système d'apprentissage, élaboré et repris par Jacques Vallée, et repris récemment par le statisticien Michel Vaillant, qui... c'est pas ça du tout. Oui, nous avons beaucoup appris en étudiant les PAN, avec les méthodes de l'ufologie classique, mais ce n'est peut-être rien par rapport à ce qui nous attend dans les classes supérieures. Je suis convaincu qu'une autre catégorie de connaissances nous attend pour que nous puissions mieux appréhender la réalité des phénomènes aérospatiaux non identifiés et mieux cerner leurs motivations. Je crois que tous les travaux ufologiques réalisés jusqu'ici devaient aboutir à la mise en place d'un protocole pour provoquer des expériences de conscience augmentée, dans le but d'initier un contact avec une intelligence exogène. C'est pour moi une évidence, et c'est dans ce sens que s'orientent désormais mes travaux en ufologie. Sur ce point, nous sommes, Fabrice Bonvin et moi, en totale adéquation. Pourquoi le protocole proposé par Fabrice Bonvin est si important? Et sur quelle base théorique fondamentale repose-t-il? Tout d'abord, le protocole suppose que dans tout l'univers connu, et en ce qui nous concerne, dans toute la Voie lactée, la vie et l'intelligence sont abondantes. Si la vie et l'intelligence sont abondantes, cela implique que la conscience baigne et pénètre tout ce qui existe. Par ailleurs, il suppose aussi que la conscience ne connaît aucune limite dans l'espace et dans le temps. La conscience est omniprésente et éternelle. Fondamentalement, la conscience est non locale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas localisée dans notre cerveau, ni produite par lui. Elle existe avant lui et subsistera après lui. Nous souscrivons donc, sans réserve, au manifeste post-matérialiste, dirigé par Mario Beauregard, neurologue, et un groupe de scientifiques reconnus internationalement pour leurs travaux en biologie, neurosciences, physiologie, médecine et psychiatrie. Les propriétés non locales de la conscience permettent la communication entre deux points très éloignés de l'univers, et cette communication est instantanée, entre parenthèses plus rapide que la vitesse de la lumière. Fabrice Bonvin nous rappelle que, ouvrez les guillemets,
Le socle de l'existence humaine repose donc sur la conscience. Celle-ci étant primaire et universelle, elle est aussi le fondement de toutes les formes de vie dans le cosmos, qu'elles soient de nature extraterrestre, extradimensionnelle ou gaïenne. Gaïenne, c'est par rapport à Gaïa, c'est le nom de la Terre. Par exemple, la conscience agit comme un vecteur et un support de communication entre les différentes intelligences évoluées qui peuplent l'univers. Lire le livre du Rancia pour ceux qui veulent, j'en ferai peut-être des petits extraits. Les civilisations hyper évoluées, qui se sont constituées avant même que la vie apparaisse sur la Terre, ont développé des technologies qui fusionnent matière, vie, psychisme et conscience. Les vaisseaux, entre guillemets, de ces civilisations sont donc à la fois matière, donc matérielle, vivante et consciente. La technologie mise en œuvre par ces civilisations permet des voyages interdimensionnels ainsi que des déplacements hyperluminiques ou supraluminiques, entre parenthèses supérieurs à la vitesse de la lumière dans tout l'univers. Tout ce qui vient d'être dit implique que l'existence de cette toile de fond conscientielle primordiale permet d'affirmer que la réalité de l'humanité et celle d'intelligence exogène ne font qu'une. Nous admettons aussi qu'une conscience humaine pacifiée et désintéressée, portée par une intention appropriée, dépouillée de tout désir de gain personnel et égoïste, peut lancer un appel pour une demande de rencontre avec les PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il s'avère aussi que les PAN adaptent les circonstances de la rencontre RR5, rencontre rapprochée de type 5, en fonction du niveau de conscience de l'expérienceur ou des expérienceurs, plutôt de l'expérienceur, parce qu'ils font du cas par cas même quand on est à plusieurs. Ils tiennent compte de nos peurs, de notre ignorance, de nos conditionnements psychiques archaïques, de nos schémas mentaux culturels, etc. En conséquence, il n'y a aucune crainte à avoir lorsque nous décidons d'initier un contact avec les PAN. Ils savent qui nous sommes, ils connaissent nos limites et nos intentions. Ils adaptent leurs réponses en fonction du niveau de chacun. Fabrice Bonvin insiste sur ce point. Ouvrez les guillemets. Le postulat majoritairement partagé, entre parenthèses par les expérienceurs, est que ces consciences n'alimentent aucune forme d'hostilité à l'égard de l'espèce humaine. Ce constat balaie toutes les pensées et théories paranoïaques attribuant aux PAN des intentions maléfiques qui se seraient soldées par des actions violentes, malmenant l'intégrité physique et psychique ou bafouant le libre arbitre. Les intelligences non humaines qui pilotent, entre guillemets, les PAN sont pacifiques et bienveillantes envers l'espèce humaine. Et cela est confirmé par ma propre expérience qui compte plusieurs dizaines d'années d'enquête sur le terrain auprès de centaines de témoins. Lorsque Fabrice m'a demandé de rédiger une préface pour OVNI et Conscience 2, j'ai été très honoré par cette offre. Mais j'ai aussi pris la mesure de la difficulté de cet exercice qui n'est pas sans risque. Les premiers mots d'une préface sont aussi les premiers mots du livre que le lecteur s'apprête à lire. Si les premiers mots n'accrochent pas l'attention et l'intérêt du lecteur, il est possible qu'il n'aille pas plus loin dans sa lecture.
d'où l'énorme responsabilité de celui qui a pour tâche de susciter la curiosité et l'envie chez son lecteur. Et cela, d'autant plus que le premier opus, OVNI et Conscience 1, dont je lirai peut-être des passages mais qui est assez conséquent en volume, avec le sous-titre L'inexpliqué au cœur du nouveau paradigme de la physique, publié en 2015, a reçu un accueil enthousiaste de la part du public. Ce livre a marqué une rupture définitive dans la recherche ufologique et continue à produire des effets aujourd'hui. Avec OVNI et Conscience 2, nous abordons donc la seconde phase du vaste projet initié dans OVNI et Conscience 1, c'est-à-dire la mise en pratique sur le terrain des idées formulées dans la première phase. Comme le souligne Fabrice, si l'ouvrage OVNI et Conscience 1 proposait une odyssée conceptuelle et intellectuelle, celui que vous tenez entre les mains peut se concevoir comme une boîte à outils. Ce second opus a donc pour objectif d'expérimenter et de tester les idées développées dans l'ouvrage, dans l'ouvrage précédent, c'était pareil. Il nous invite à explorer de manière pragmatique la relation entre les ovnis et la conscience humaine. Avec OVNI et Conscience 2, c'est une véritable révolution, entre guillemets, qui s'annonce, qui va bouleverser la recherche ufologique classique et ouvrir des perspectives totalement nouvelles. Pour la première fois en France et même en Europe, tous les chercheurs curieux, et pas seulement les ufologues, vont enfin disposer d'une méthode fiable et efficace pour permettre d'être actifs vis-à-vis d'un phénomène qui semble exercer un contrôle total dans ses relations avec les témoins. Avec cette méthode, l'approche du phénomène OVNI est inversée, car c'est le témoin qui prendra désormais l'initiative de la relation et du contact avec lui. Je dois avouer que la lecture de ce livre m'a enthousiasmé, car il représente la concrétisation d'un long processus de prise de conscience qui débouche enfin sur une action effective. Je crois que la force d'OVNI et Conscience 2, c'est de proposer un concept, entre guillemets, déjà ancien, mais renouvelé, qui implique une action sur plusieurs plans, qui sont complémentaires les uns des autres. Tout d'abord, ce concept, entre guillemets, cherche à fédérer les bonnes volontés et les consciences humaines qui sont actuellement isolées, mais qui ont les mêmes aspirations. Il possède donc un énorme potentiel fédérateur et rassembleur. Il agit comme une sorte de ciment qui permet de lier entre elles les consciences en vue d'une action commune concertée. Il veut créer une sorte de communauté unie et animée par la même volonté de s'élever psychiquement et spirituellement pour être capable de dialoguer entre guillemets et d'échanger avec des consciences exogènes très évoluées. Il tente de créer une sorte de synergie de ces consciences et cherche à établir une cohérence entre guillemets avec elles. Ce point est très important, car sans cette cohérence entre guillemets, le protocole est inefficace. L'idée est de former un groupe uni, structuré et solide, car au cours d'une ESAS, la qualité de l'état d'esprit des participants et la cohérence des consciences qui forment le groupe sont primordiales. Une attitude positive, empreinte de bienveillance, de sens du partage et d'unité est recommandée, accompagnée d'un état de calme et de stabilité émotionnelle et d'effacement de l'ego. Surtout, en ce qui concerne la phase de test du protocole qui suppose la mise en place d'un groupe de conscience déjà
connectés, entre guillemets, à plusieurs niveaux et capables d'agir de concert dans la même direction. Pour réaliser ces objectifs, les SAS proposent des exercices basés sur la méditation qui permettent une élévation du niveau général des consciences. Car, comme le dit Fabrice, la méditation est une voie royale vers la spiritualité. Pour compléter cet ensemble, l'ESAS ne peut se concevoir sans une assise éthique solide, c'est-à-dire une éthique de vie, basée sur le respect de toute forme de vie et de conscience dans l'univers. C'est lorsque toutes ces conditions sont réunies que s'offre alors la possibilité d'établir un contact On va reprendre la phrase dès le début, ce sera beaucoup plus simple. C'est lorsque toutes ces conditions sont réunies que s'offre alors la possibilité d'établir un contact pacifique avec des échanges fructueux avec d'autres formes de vie et de conscience. Inutile d'insister sur le fait que ce contact est basé sur la bienveillance et le respect mutuel. Ce bref aperçu du protocole établi par Fabrice Bonvin montre que, plus qu'un outil ou un simple guide pratique pour la rencontre rapprochée de type 5, les SAS, expérience de conscience augmentée pour le contact exogène, est un véritable programme d'évolution des consciences au niveau individuel et collectif. Enfin, pour clore cette préface, je m'autorise les spéculations les plus audacieuses sur la portée à court et moyen terme des expériences de conscience augmentée pour le contact exogène. Un premier constat s'est imposé à moi en lisant le livre de Fabrice Bonvin. Ne sont-elles pas comme des expériences providentielles, entre guillemets, qui se présentent à nous en une période particulièrement critique pour l'ensemble de l'humanité? Si nous examinons froidement les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, entre parenthèses, réchauffement climatique, crise sanitaire globale, raréfaction des matières premières, crise énergétique, etc. Fermez la parenthèse. Et les réponses que les humains sont capables de proposer pour y remédier, il y a de quoi être très sceptique. Et il semblerait que nous ne soyons pas à la hauteur des défis que nous devrons affronter. J'ai le sentiment que nos forces sont insuffisantes et nos capacités limitées pour faire face à des crises redoutables qui menacent l'avenir de notre planète. Dans ces conditions, est-il déraisonnable de compter sur une aide extérieure? Est-il si naïf de penser que nous devrons peut-être écouter les conseils, entre guillemets, et les recommandations d'intelligence et de conscience qui sont plus anciennes que nous et sûrement plus sages, entre guillemets? C'est une possibilité qui ne doit pas être écartée. Les SAS offrent peut-être le moyen, ou l'un des moyens, de nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous engouffrons. C'est une idée qui peut paraître fantastique ou même complètement folle pour certains, mais avons-nous le choix? Ne devons-nous pas utiliser tous les moyens dont nous disposons pour empêcher que le pire scénario se réalise? En ce qui me concerne, je n'ai aucune hésitation. Les PAN ne sont pas hostiles, et ils sont très présents. Ils accompagnent l'humanité depuis ses débuts. Alors, je ne vois aucune raison de douter qu'ils puissent nous aider à franchir une étape cruciale de notre évolution. Ce qui est sûr, c'est que nous le saurons bientôt, car le protocole de l'ESAS va très rapidement être opérationnel. Tous les espoirs sont permis, car l'aventure humaine ne fait peut-être que commencer. D'innombrables mondes peuplés d'intelligence et de conscience nous attendent. Daniel Robin,
président de l'association OVNI Investigation, animateur du réseau national d'enquêteurs. Un réseau avec un R majuscule. Voilà pour la préface. Et ben on va rester là pour l'instant. On va faire des petits morceaux quand même. Allez, bisous!